15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence tout de suite le journal par les principaux titres de l'actualité. Dans un communiqué, la présidence de la République a réitéré son engagement complet de préserver et de ne plus toucher au statut religieux unique et spirituel du monastère de Sainte-Catherine. Selon la présidence de la République, l'arrêt juridique émis par le tribunal concernant les terrains entourant le monastère va de pair avec les déclarations faites par le président Al-Sisi sur ce sujet lors de sa visite à Athènes le 7 mai. Le mouvement palestinien Hamas a indiqué que la nouvelle proposition américaine de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, acceptée par Israël selon la Maison-Blanche, ne répondait pas à ces demandes. Bassem Naïm, l'un des dirigeants en exil du Hamas, a indiqué que cette proposition ne répond à aucune des demandes du peuple palestinien, notamment l'arrêt de la guerre et de la famine, et elle signifie en essence la perpétuation de l'occupation, la poursuite des meurtres et de la famine. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, avait annoncé jeudi soir que la proposition américaine de cessez-le-feu avait été approuvée par Israël. Il n'y a eu jusqu'ici aucune réaction officielle d'Israël. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a appelé à employer toute la force nécessaire contre le Hamas à Gaza après les réserves exprimées par le mouvement palestinien sur la nouvelle proposition américaine de cessez-le-feu. M. Ben-Gvir fait référence à la nouvelle proposition américaine de trêve dans la bande de Gaza visant à mettre fin à près de 20 mois d'une guerre dévastatrice à Gaza. Selon deux sources proches des négociations, la nouvelle proposition américaine porte sur une trêve de 60 jours pouvant être étendue jusqu'à 70 et la remise par le Hamas de 10 otages vivants et 9 morts en échange de la libération de prisonniers palestiniens au cours de la première semaine et un deuxième échange sur le même nombre d'otages vivants et morts au cours de la deuxième semaine. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs par des tirs de l'occupation israélienne visant un rassemblement au nord de la bande de Gaza. L'artillerie de l'occupation a bombardé et tiré. Le président français Emmanuel Macron a déclaré aujourd'hui que la reconnaissance d'un État palestinien n'était pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique, tout en énumérant plusieurs conditions pour franchir le pas avant une conférence à l'ONU sur le sujet à laquelle il participera le 18 juin. Lors d'une conférence de presse à Singapour, il a aussi affirmé que les Européens devaient durcir la position collective contre Israël. Dans ce cas, l'Union européenne devra appliquer ses règles, c'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions, a-t-il estimé, en référence à l'accord d'association entre les 27 et Israël, qui va être réexaminé. La France co-préside avec l'Arabie saoudite du 17 au 20 juin à l'ONU à New York une conférence internationale sur la solution dite à 2 États israéliens et palestiniens. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a souligné que les colonies israéliennes sont illégales et constituent un obstacle pour la paix et au développement économique et social. Dujarric a déclaré que le secrétaire général avait appelé à plusieurs reprises Israël à mettre fin à toutes ses activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. La coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient a déclaré au Conseil de sécurité qu'Israël accélère l'annexion de facto du territoire palestinien par l'expansion des colons, l'accaparement des terres et la violence des colons, ce qui rendra la solution à 2 États pratiquement impossible.
Les ministères israéliens ont tenu une réunion secrète pour discuter des préparatifs d'une éventuelle attaque israélienne contre l'Iran ou d'une attaque iranienne contre Israël. Selon le journal israélien Ma'ariv, le journal a déclaré que selon certaines estimations, toute attaque israélienne contre l'Iran pourrait conduire à une série de combats qui durerait une période indéterminée et ferait des milliers de missiles sur Israël. Le président américain Donald Trump a ordonné au Pentagone de cesser de se coordonner avec Israël concernant le lancement d'une attaque conjointe contre des installations nucléaires en Iran, selon les médias israéliens. Au Liban, le ministère de la Santé a déclaré que 2 hommes ont été tués hier dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban. Israël a pour sa part affirmé avoir visé un membre du Hezbollah. L'agence nationale d'information ANI officielle a fait quant à elle, état de frappe et tir d'obus contre plusieurs zones du sud du Liban. Par ailleurs, les forces militaires ont effectué 4 raids visant les frontières de la petite ville de Shmistar à l'ouest de la ville de Baalbek, à l'est du pays. Plus de détails dans ce commentaire. Israël continue de mener des frappes régulières sur le sud du Liban malgré un cessez-le-feu qui a mis fin le 27 novembre à sa guerre avec le Hezbollah. Selon le ministère de la Santé, une frappe de drone de l'ennemi israélien sur une zone boisée de la région de la Bataïa a fait un mort. Dans un communiqué, l'armée israélienne a de son côté affirmé avoir ciblé un membre du Hezbollah qui réhabilitait un site utilisé par le mouvement pour gérer son réseau de tir et de défense. L'armée a par la suite annoncé avoir ciblé plusieurs sites militaires au Liban où le Hezbollah comptait de l'armement. Le ministère libanais a aussi indiqué que des tirs israéliens sur la ville frontière de Kfar Kila avaient causé la mort d'un 2e homme. L'armée israélienne n'a pas réagi dans l'immédiat. Israël affirme régulièrement viser des membres du Hezbollah dans le sud du Liban sous prétexte de vouloir démanteler l'infrastructure militaire de la formation selon les termes de l'accord de cessez-le-feu. L'accord stipule que seuls les casques bleus de l'ONU et l'armée libanaise doivent être déployés dans le sud du Liban. Les affrontements entre le Hezbollah et Israël, déclenchés en marge de la guerre à Gaza en octobre 2023, ont tourné à la guerre ouverte entre septembre et novembre 2024. Le mouvement libanais est sorti très affaibli de cette confrontation. L'émissaire américain pour la Syrie, Thomas Barak, a appelé hier depuis Damas au dialogue entre la Syrie et Israël, qui sont toujours en état de guerre, en commençant par un pacte de non-agression. M. Barak est arrivé hier dans la capitale syrienne pour une visite marquant une nouvelle étape dans le rapprochement entre les nouvelles autorités et les États-Unis. L'envoyé spécial du président Donald Trump a rencontré hier le président intérimaire Ahmad al-Shara. Il l'avait auparavant inauguré aux côtés du ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shaybani, la résidence de l'ambassadeur américain dans la capitale syrienne. Au Soudan, les forces de soutien rapide ont bombardé Al-Obeid dans le sud du Soudan, touchant 2 hôpitaux et des quartiers résidentiels, selon une source de l'armée et des témoins. Ces dernières semaines, les combattants des FSR ont intensifié leur attaque contre Al-Fasher, dernier grand centre urbain du Darfour encore sous contrôle de l'armée, et les camps de déplacés environnants Abu Chouk et Zamzam. Hier, les FSR ont revendiqué la reprise de 2 villes stratégiques dans la région de Kordofan, dans l'ouest du Soudan, dont Al-Koel et à 100 km à l'ouest d'Al-Obeid. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé 13 millions de personnes et provoqué ce que l'ONU a décrit comme la pire crise humanitaire en cours dans le monde.
Le choléra a fait 70 morts en 2 jours à Khartoum, a annoncé hier le ministère de la Santé soudanais, qui jongle avec un effondrement des services médicaux dans un pays déchiré par la guerre et en proie à la pire crise humanitaire au monde. Dans un communiqué, le ministère soudanais comptabilise 942 nouvelles infections et 25 morts après 1177 nouveaux cas et 45 morts mardi. L'épidémie intervient après des semaines de frappes de drones attribuées aux forces de soutien rapide en guerre avec l'armée soudanaise qui ont mis hors service l'approvisionnement en eau et en électricité de la capitale. Selon l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, plus d'1 million d'enfants sont à risque de contracter le choléra dans diverses zones de l'État de Khartoum. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, en visite à Kiev, a proposé vendredi que la Turquie accueille une rencontre entre les présidents russes Vladimir Poutine, ukrainien Volodymyr, américain Donald Trump. Nous pensons sincèrement qu'il est possible de couronner les premiers et deuxièmes pourparlers d'Istanbul par une rencontre entre M. Trump, M. Poutine et M. Zelensky sous la direction Erdogan, a déclaré M. Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien Andriy Sybiga. Nous pouvons soit fermer les yeux sur la poursuite de cette guerre, soit parvenir à une paix durable d'ici la fin de l'année, a ajouté le chef de la diplomatie turque, affirmant que les attentes en matière de cessez-le-feu et de paix se sont accrues. Des avancées peuvent certainement avoir lieu tant que nous restons à la table des négociations, a dit encore M. Fidan, qui doit être reçu vendredi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans ce contexte, l'Ukraine a dit jeudi être prête à participer au nouveau pourparlers proposé par la Russie à Istanbul lundi prochain, mais a demandé à Moscou de lui transmettre un document détaillant ses conditions pour une paix durable. Sous pression américaine, les deux pays ont tenu le 16 mai à Istanbul un cycle de négociations pour mettre fin au conflit lancé par l'assaut russe de février 2022. Mais ils n'ont pas abouti et la Russie a proposé un deuxième cycle. L'Ukraine réclame que la Russie lui transmette avant la réunion un mémorandum qu'elle prépare et qui doit exposer ses conditions afin de parvenir à un accord de paix durable. Le gouvernement japonais a décidé d'enlever partiellement les sanctions imposées sur la Syrie, selon le service public de radio japonais. Cette décision inclut l'annulation de 4 banques syriennes de la liste du gèlement des avoirs syriens. Selon le secrétaire général du Conseil des ministres japonais, la prise de la décision de l'enlèvement partiel des sanctions imposées sur la Syrie se repose sur l'éventualité de soutenir les efforts positifs entrepris par le nouveau pouvoir syrien pour sauver son peuple qui a beaucoup souffert à cause de la longue crise qu'il avait témoignée sous l'ancien régime dirigé par le président déchu Bachar el-Assad. Bon, voilà, c'était donc tout pour le journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur la télévision égyptienne.